il faut bien se dire qu'au niveau de la FIA, pour tout ce qui est championnat du monde ou pilote qui voudrait en faire la demande, on a désigné de façon officielle un centre qui se trouve à Cambridge. Il est dirigé par le professeur Hutchinson et par son assistante qui est Naomi Deking. Donc quand on a quelqu'un qui sollicite les besoins de la FIA pour avoir une estimation, etc., on peut les envoyer. Donc on a un moyen, un endroit, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir centraliser nos pathologies, mais voilà, c'est centralisé au niveau de Cambridge. Je crois qu'il faut redéfinir qu'au niveau du sport automobile, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le pilote dans sa voiture. Le pilote, de plus en plus, il est en position couchée. Surtout dans les voitures ouvertes type Formule ou les voitures type GT ou voitures d'endurance comme les voitures des 24 heures du Mans, les prototypes. En rallye, c'est un peu différent, ils sont plus en position assise. Donc, le pilote est sanglé sur un siège avec une ceinture 6 points. Donc, son thorax et son bassin ne vont pas bouger. La seule chose qui va bouger, c'est sa tête. Alors, on a en antéro-postérieur le problème de la flexion de la tête vers l'avant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire que vous avez le poids de la tête, plus le casque qui fait l'objet d'études pour qu'il soit de plus en plus léger, de plus en plus performant. Et on a développé ces systèmes anti-retenue. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le HANS. Donc, c'est ces espèces de colliers postérieurs que le pilote met et attache à son casque et qui l'empêche d'avoir le coup du lapin. Donc, ça, c'est en antéro-postérieur. Les problèmes que l'on a aussi, c'est les problèmes latéraux. Donc, c'est-à-dire que le pilote, vous allez voir ça en Formule 1, il est de plus en plus engoncé dans son siège, il voit, mais il est de plus en plus limité dans ses possibilités. Et si vous regardez bien un Grand Prix F1, vous avez de temps en temps des pilotes qui s'appuient un tout petit peu sur ce qu'on appelle le heat rest pour prendre appui et limiter le déplacement de la tête. Donc tout ça, ce sont des études qui ont été faites au niveau de la FIA pour prévenir les accidents et prévenir les dégâts que l'on pourrait avoir au niveau de la colonne essentiellement. Il faut bien se dire aussi qu'il y a des recherches qui sont extrêmement importantes et je pense, parce que je suis FIA Medical Delegate pour le WEC, donc tout ce qui est voiture, prototype, etc. Et par exemple, une société comme Toyota a développé des essais avec mannequins, etc., pour essayer que s'il y a une fracture qui se passe, puisque les G sont excessivement importants, qu'on dirige les fractures de la colonne le plus bas possible. Et quand on sait que le plus bas possible, c'est-à-dire il y a de moins en moins de nerfs et il y aura moins de conséquences au niveau de façon définitive et ne pas se retrouver comme on a déjà eu des gens qui sont paraplégiques ou quadriplégiques. Donc ça, c'est excessivement important. C'est toute cette recherche-là qui avance et qui font que. Alors, on a aussi, au niveau pratique, on a une chose excessivement importante. On a développé l'enregistrement des G que la voiture encaisse. L'idéal, c'est vrai, mais ça c'est à l'étude, c'est enregistrer les G qui sont encaissés par le pilote. Le futur, et j'espère qu'on va y arriver, c'est d'émettre des capteurs au niveau des air plugs qui sont utilisés par les pilotes, donc qui servent de communication entre le pilote et le team.
Ça existe et on peut rajouter des petits sensors qui permettent d'enregistrer le nombre de jets encaissés par la tête. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Mais pour le moment, on évolue là-dedans et on essaye que ce soit plus ou moins obligatoire, mais c'est pas facile. C'est des grandes négociations. C'est pas toujours facile parce que il y a le secret de la vie privée qui intervient, etc. N'empêche que nous, par exemple, en F1, en WEC, en rallye, on a ce qu'on appelle la blue light, qu'on appelait antérieurement la medical light. Donc, on a un capteur qui est fixé au niveau du châssis de la voiture, et en fonction du nombre de jets encaissés par la voiture, on a une lumière qui clignote. Par exemple, au niveau des voitures, du WEC, donc des sports proto ou des GT, vous avez deux petites lumières de part et d'autre du pare-brise qui permettent de constater que lors de cet accident-là, la voiture a encaissé 15 G en frontal, 15 G en latéral, ou alors ce qu'on appelle en Z, ça veut dire que quand la voiture saute sur elle-même, qu'elle rebondit, etc. Ça, c'est les G en Z, si vous voulez. Et là, on est en termes de 25. Là, la lumière s'allume. Ce qui est très important pour nous, ça veut dire que la voiture a encaissé beaucoup et nous, dans notre réglementation, on a mis que ce pilote qui a encaissé autant de G, il doit venir au centre médical, il va être examiné de façon et il va rester, par exemple pour le WEC, par exemple pour 24 heures du Mans, je vais prendre le pilote, je vais aller le chercher, je vais aller le mettre au centre médical et on va le garder en observation une demi-heure et on va voir l'évolution. On a eu un accident malheureux qui est Philippe Streiff, qui, lors d'essai, est sorti. Il était bien dans sa voiture. Des commissaires se sont précipités et, de façon naturelle, ont aidé le pilote, mais ils l'ont sorti comme un sac de patates. Et malheureusement, il est devenu quadriplégique. Donc, à l'époque, c'était Balestre qui était président de la FIA et qui a dit ça une fois, mais pas deux. Donc, on a développé nos équipes d'extraction pour arriver sur place et sortir le pilote sans aggraver les lésions encourues. Et je peux vous dire qu'à Francorchamps, on peut faire cocorico parce qu'on a une des meilleures équipes au monde. Et je les assure complètement, on en a eu plusieurs fois l'occasion de le prouver. Et ça, c'est une méthode extraordinaire. Ce sont des équipes de 6 personnes avec un médecin et ils extraient le pilote sans que la colonne ne bouge, que ce soit de la tête jusqu'à la fin de la colonne. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, arriver à un diagnostic le plus fin possible. Bon, c'est vrai qu'il y a l'imagerie. L'imagerie, que ce soit le scanner, etc., etc. Je crois que très rapidement, dans nos services pour les grands prix, etc., celui qui a une commotion cérébrale, on a très facilement un scanner ou même une IRM. Mais je crois qu'on pourrait avoir des détecteurs sanguins qui nous permettraient d'affiner quand même notre diagnostic. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui va évoluer dans les années qui suivent. On en parle depuis très longtemps. Il y a des choses qui sont arrivées qui étaient tout à fait prometteuses et puis elles sont tombées en désuétude. Mais ça va aller de ce côté-là. On va pouvoir faire une prise de sang et dire voilà, il y a un marqueur qui est là et faites attention. J'aurais bien rajouté quelque chose qui est extrêmement important et peut-être demander aux autres orateurs, voir un tout petit peu, une fois qu'il y a une commotion cérébrale, on sait très très bien que c'est la répétition des commotions cérébrales qui deviennent délétères pour le pilote et quel est le délai entre une commotion cérébrale d'un degré correct
pour le retour en compétition. Et ça, je crois que c'est une des questions clés qui est très importante pour nous. Par exemple, on a la possibilité, nous, quand on a eu un pilote avec un gros accident, de supprimer sa licence et de l'obliger à passer un examen de réinsertion pour reprendre le volant.